Donc on va attendre un petit peu. Je sais que des fois on a une petite minute d'écart. Donc le temps que tout le monde reçoit sa petite notification. Donc, et ben alors déjà dans un premier temps, j'ai ma chaise qui grince. Ce n'est pas autre chose. Donc dans ce live, je vais vous parler en fait d'un sujet qui me passionne. Alors en fait, on me dit que j'ai un peu de problème de réseau. Alors que je viens de tester et que je n'en avais aucun. Bon, c'est pas grave. Donc je voulais justement, je vous disais que dans ce live, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne vraiment. En fait, c'est simplement l'allaitement. Donc en fait, cet or blanc qu'on arrive à produire, et je trouve ça juste magique. Je me rappelle pour mon premier, je me disais mais waouh, il évolue, il grandit, mais grâce à moi, waouh, waouh, de quoi le corps est fait, c'est totalement magique. C'est totalement magique, donc j'adore en fait cette appellation, cet or blanc. Donc en fait, dans un premier temps, tout n'a toujours pas été aussi facile pour moi. Bien entendu, parce qu'on s'imagine toujours que que c'est simple, hein. Moi, je suis passée par là. Je m'étais pas renseignée. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de totalement naturel, et voilà. Donc c'était vraiment une erreur de ma part de ne pas m'être documentée sur ce sujet. J'avais suivi les premiers cours le premier cours d'allaitement en préparation d'accouchement pour mon aîné. On avait vaguement parlé du sujet de l'allaitement. Je pense que moi ça remonte en 2012, et je pense que au vu de ce qui s'était passé pendant mon séjour, effectivement le personnel soignant n'était pas très qualifié. C'était peut-être un peu perdu, c'était peut-être plus trop d'actualité à ce moment-là. Donc ça a bien changé depuis, et j'en suis ravie. Donc voilà. Donc en fait, moi j'ai quand même eu la chance malgré avoir eu un personnel pas très bienveillant sur certaines actions, j'ai quand même eu une personne qui sort du lot. Et puis j'ai quand même eu la chance d'avoir été beaucoup aidée et beaucoup appuyée par les femmes de ma famille. Voilà. Nous, l'allaitement, c'est quelque chose qui se transmet un peu de génération en génération. Et en fait, c'est pour ça que je trouvais que c'était inné, parce que étant donné que chez moi c'était quelque chose qu'on connaissait, l'allaitement, du coup je n'imaginais pas que ça pouvait être compliqué. Je me rappelle vaguement ma soeur de ses débuts, j'avais pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. Et en fait, en y repensant, il y a eu effectivement des petits moments douloureux. Mais c'est vraiment, moi, quand elle me faisait les extractions manuelles et tout ce genre de choses, effectivement que j'ai quelques petits souvenirs en mémoire un peu douloureux. Donc voilà, moi j'ai quand même, je disais, eu cette chance d'être vraiment accompagnée. Donc en fait, d'être accompagnée, d'être entourée, d'être soutenue, parce qu'il y a des moments où c'est très difficile, surtout quand un bébé a pris l'habitude Enfin, nous on met mal, surtout pour un premier, c'est pas évident. Et du coup, on commence à avoir le mot que j'aime pas trop entendre, parce que je trouve qu'il est pas beau ce mot, mais ça s'appelle comme ça, c'est des crevasses. Et donc c'est très douloureux, et c'est juste horrible. Et on a juste envie de tout abandonner. Et puis on s'est beaucoup retrouvés face à pleurer quand on t'apprend que bébé a perdu trop de poids et qu'il va devoir être complété. Parce que, chose qu'on ne te dit pas, si bébé est complété, surtout pour un premier bibi, et
Et ben du coup ça peut être des fois un peu compliqué. Donc voilà, donc je vous dis coucou à celles qui sont là, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc pour celles qui arrivent, c'est un sujet sur l'allaitement avec... donc je vais inviter une personne à témoigner et c'est avec plaisir que je te vois, juste ma vie. Et du coup, je vais inviter... oh, j'ai une autre personne, une autre copine. Oui, l'allaitement, mais c'est un sujet, mais j'ai tellement à dire, vraiment. Alors là, en fait, aujourd'hui, on vous prépare quelque chose de super avec Aurélie. Vraiment de super. Et coucou là, Katessi. Et ouais, donc en fait, ce qu'on vous prépare, c'est un gros sujet sur l'allaitement. Un gros sujet. Il y a tellement à dire. L'allaitement et tout ce côté magnifique. Mais il y a beaucoup à dire. Et en fait, c'est difficile pour moi de m'arrêter quand je commence. Donc là, aujourd'hui, je suis venue de vous parler de 2 petits témoignages que j'ai eus, de comment j'ai aidé 2 personnes qui me sont très chères à mon cœur dans leur allaitement. J'en ai aidé d'autres. Mais voilà, c'est un témoignage des personnes proches que j'avais envie de vous partager parce que c'est un allaitement que je me suis tout autant impliquée. Limite, ça aurait pu en fait être moi. J'ai eu l'impression au moment où je les ai aidés, c'est un peu dans l'extrême, attention, mais c'est un peu ça en fait. C'est quand on allaite, on imagine très bien ce que je veux dire, ou quand on a déjà eu à allaiter, c'est quelque chose de famille ensemble. Donc j'étais là pour les aider et en fait j'étais trop fière déjà qu'elle m'ait demandé de l'aide parce que je le souligne souvent, tu sais, si tu as quelques difficultés, bah je suis là. Et du coup, oui, Bazarvania, oui, je sais que tu vois ce que je veux dire. Et on va bientôt te faire parler d'ailleurs. Donc du coup, je disais que voilà, l'allaitement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et quand j'ai des copines ou j'ai des mamans qui allaitent, et c'est souvent pour un premier allaitement, on va pas dire une première grossesse, un premier allaitement, parce qu'on peut avoir eu une première grossesse, ou une deuxième, ou une troisième, et jamais avoir eu l'envie d'allaiter. Peut-être parce que des fois ça s'est perdu, peut-être parce qu'on se sentait pas capable. Et en fait, je trouve ça bien d'en être déjà, de vouloir essayer. Et on a le droit en fait de pas y arriver en fait. C'est pas question de pas y arriver, c'est question des fois de être assez entouré pour y arriver. Donc, je dis coucou à celle qui arrive. Donc, j'ai un peu du mal à se matcher à droite à gauche. Je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes sur Insta. Mais voilà. Donc, c'est un sujet sur l'allaitement. Si vous avez suivi nos lives, enfin notre story. Donc, je vais faire témoigner. J'avais envie un petit peu de lui accorder ce petit témoignage. Donc la première personne que j'ai aidée dans son allaitement, c'est la personne en fait c'est la première personne que je connaissais qui allait avoir un enfant. Personnel, enfin physiquement, parce que j'en connaissais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais physiquement non. Donc c'est ma belle-sœur qui a eu sa fille, donc ma nièce. Et donc voilà, donc elle était un petit peu expérimentée tout simplement parce qu'elle m'avait vue moi allaiter. Elle avait été pas autant actrice peut-être que dans les autres allaitements que j'ai eu, parce que elle se rappelait très bien des douleurs pendant les montées de lait, pendant les engorgements. Donc du coup c'était quelque chose et d'ailleurs elle m'a aussi beaucoup aidée. Donc comme quoi vous voyez, c'est pas parce qu'on a déjà eu un allaitement qu'on n'a pas besoin d'aide pour les autres. Et
Et donc, j'aurais. Excusez-moi, je reçu un message. Et du coup, je disais, voilà. Donc, j'ai aidé Aurélie dans le tout début de son allaitement. Et cet allaitement m'a pris, comme je disais, à cœur, autant que le mien. J'étais à fond. J'étais à fond et limite, des fois, j'avais envie de pleurer avec elle. Donc, je vais essayer de l'inviter. C'est la première fois. Donc, attention, attendez. Est-ce que c'est là invité? Je l'invite sur Insta. Et coucou. Coucou. Par contre, tu peux pas Regarde. m'inviter sur Facebook parce que je suis sur l'ordinateur et je n'ai qu'un téléphone. Oh mince. Alors, je vais te mettre suffisamment forte, en fait, pour qu'on t'entende du côté de Facebook. Donc, vas-y, parle. Je parle. Ouais. M'entendez-vous du côté de Facebook? Je pense que vous l'entendez. Je ne sais pas. J'espère. Ah, sinon, on repassera celle-là sur Facebook tout à l'heure. Oui. Bonjour. Du coup, sans surprise, c'est moi, la première personne qu'elle a aidée. Alors, comment je peux vous raconter ça simplement? Bah déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous raconter ton accouchement. T'as pas eu ce premier pot à pot Non, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, t'as pas c'est t'as vrai. pas été aidé par ça. Tout à fait, tu as raison. Quand j'ai donc accouché par césarienne, je vous en avais parlé la dernière fois. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, donc quand je suis remontée dans ma chambre, moi j'avais vraiment envie de commencer l'allaitement. J'avais vu justement Laetitia qui était la seule personne moi que je connaissais qui avait allaité. Parce que dans mon entourage, je suis l'aînée et donc j'ai pas de grande cousine, j'ai personne en fait autour de moi. Ma mère, elle m'a pas allaité et mes grands-mères, c'était pas Si, forcément des elle filles. avait essayé, mais en fait, là où tu Ouais, commences voilà, ton ça a accouchement, pas fonctionné, ouais. c'était parti sur une idée très fermée de l'allaitement. Voilà. Et dans mes grands-mères et tout ça, c'est pas trop des sujets qu'on abordait, donc voilà. Du coup, ça a été Laetitia, ma personne ressource pour l'allaitement. Et quand je suis arrivée, donc moi j'avais des idées en tête, hein. J'avais voilà, je vais le mettre au sein, ça va marcher nickel. Ah, mais c'est la même, hein. Voilà, pas du tout, hein. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans la chambre et vous allez enfin le savoir ce qui s'est passé parce que depuis tout à l'heure je tourne autour du pot. Ils avaient donné un biberon à ma fille. Donc, je me suis retrouvée en fait avec mon bébé au sein qui avait déjà mangé. Enfin, ça m'a déjà beaucoup contrariée. Et en plus, alors, voilà, je sais pas si ça a vraiment eu un impact, mais en tout cas, elle a eu des difficultés à prendre mon téton après derrière. Et pour couronner le tout, j'ai des tétons ombiliqués. Ouais. Voilà. J'ai pas non plus écouté tes recommandations, je le reconnais. Sachez que pour ceux qui me connaissent, reconnaître comme ça, je rigole. Non, je reconnais que j'ai pas écouté. Voilà, ce qu'elle me disait souvent, Laetitia, c'était va falloir préparer tes tétons, va falloir préparer tes tétons. Elle me disait sur l'humour, demande à ton mari, il va t'aider. Mais c'est vrai, en fait, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire parce que mes tétons, ils sortaient pas correctement. Et du coup, elle avait du mal, Clémence, à trouver le sein, en fait. Voilà. Donc ça a été la première chose, le premier un peu petit obstacle. Et après, donc quand je suis rentrée à la maison, donc dépression postpartum, ça pour vous c'est plus une surprise non plus. Et j'ai essayé d'allaiter vraiment de tout mon cœur, sauf qu'il m'avait mis, pareil, l'équipe est peut-être pas super bien formée en allaitement maintenant avec Non, le je recul. crois que c'était Je pense qu'il peut-être. Alors, comment préparer les tétons? Donc ça, je note ta question faut et je demander au te réponds conjoint. tout de suite après. Non, et ben c'est une très bonne question. Je la note et j'y réponds après. Euh, donc oui, l'équipe, elle était pas bien formée, hein. C'était clairement, il y avait des manquements à ce niveau-là parce qu'en fait, ils m'ont mis, alors que j'avais pas eu ma montée de lait, parce que les 3 premiers jours, on n'a pas de montée de lait. J'avais pas eu ma montée de lait, ils m'ont mis, comme j'avais des tétons ombiliqués pour faciliter, comment ça s'appelle? En bout de sein. Merci, des embouts de sein en silicone. Sauf qu'il faut savoir que quand on met un embout de sein sur un téton qui a pas eu de montée de lait, ça crame le téton. Donc c'est ce qui Sur m'est un téton arrivé. ombiliqué. Sur un téton ombiliqué surtout. Donc ça m'a brûlé le téton. Donc impossible.
Franchement, de mettre ma fille au sein, ça me faisait trop mal. C'était horrible. Déjà que j'avais mal, j'avais ma césarienne qui me faisait mal. Enfin bon, c'était trop. J'avais la fatigue et tout. C'était pas possible. J'ai quand même essayé. Donc on a essayé. Laetitia, elle venait à la maison pour me poser le tire-lait parce que j'étais tellement HS que j'arrivais même pas. Donc c'était elle qui me faisait, voilà, qui me. Alors oui, Euh, je sais ma oui, vie. Je note, mais oui, c'est normal. tout à fait. Et oui, c'est vrai que je me suis retrouvée en fait à pas enfin, à galérer quoi. Et ce qui a été très dur, c'est que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'allaiter. Pour le coup, vraiment très envie d'allaiter. Mais la fatigue a fait que j'ai pas réussi à le faire. Et à un moment donné, j'avais aussi envie de prendre la décision de plus avoir cette charge parce que ça fonctionnait pas, que c'était trop d'efforts pour moi et que j'étais en dépression, hein, clairement. Et Laetitia, elle m'a beaucoup aidé à assumer ce changement de position, en fait, entre le moment où j'avais envie d'allaiter très fort, d'avaler la contrariété, Alors je réponds et après, hein. ensuite, Je note les questions et je réponds tout après. ok. Oui, le moment où j'avais donc voilà à faire passer la contrariété, et puis après, il a fallu aussi assumer le fait que j'avais plus envie d'allaiter parce que c'était trop fatigant, j'y arrivais plus. Et dans ma tête, j'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, que mon mari, il allait m'en vouloir à fond, en fait, si jamais j'arrêtais d'allaiter notre fille. Parce qu'on entend beaucoup de discours, ah, l'allaitement, c'est trop bien, c'est super pour l'immunité, c'est vraiment le must pour la relation mère-enfant, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas non plus un drame que de dire j'y arrive pas, j'arrête. Voilà. Et là, enfin pour moi, ça a été psychologiquement hyper compliqué de faire ce déclic. Donc ben voilà, heureusement j'avais Ouais, Laetitia pour et m'aider à alors, faire ça. toi, t'as pas trop souvenir de cette période-là, mais Non. la relation mère-fille, tu l'as quand même eu beaucoup, parce que tu la câlinais beaucoup. Ouais, Finalement, nous, ce j'ai qu'on tout recherche passé. aussi dans l'allaitement, c'est le contact avec son bébé. Donc toi, tu l'avais. Même si tu te rappelles pas, tu l'avais. Mais je me Donc, rappelle pas. je peux le Moi, dire. je suis persuadée. Franchement, la dépression, ça m'a tellement assommée que je suis persuadée que je l'ai pas câliné, que j'en voulais pas. Enfin, les mots que j'ai en tête, c'était quand je disais j'en veux plus. Je vous le rends, c'était une connerie, voilà. Donc franchement, certainement, hein, parce que c'est vrai qu'après j'étais un peu louve en même temps, je voulais jamais la laisser, donc ça m'étonne pas que tu dises ça. Ouais, tu voulais jamais la laisser. Même t'adorais quand elle s'endormait sur toi. C'est vraiment beaucoup de prémices aussi qu'on a quand on allait. On adore voir son enfant s'endormir au sein. D'ailleurs, ça peut être pas super tout le temps, hein, parce qu'en grandissant, c'est pas pratique. Mais voilà, t'avais quand même beaucoup de chance et de l'avoir souvent sur toi. Elle était quand même très câline. Et moi, Et après, il y a eu l'arrêt. Il y a eu l'arrêt de l'allaitement, ouais, du ouais, coup, aussi tu m'as beaucoup aidé pour arrêter parce que je savais pas, voilà, comme tu disais, qu'il fallait faire l'extraction manuelle pour éviter les engorgements, tout ça. Donc très clairement, on va vous partager quelque chose de très intime. Mais j'étais tellement à la ramasse que bah, du coup, c'était Laetitia qui me foutait dans la douche, pour vous dire, et qui me pressait les seins. ouais, ouais. En fait, tout ça, en fait, il y a personne. Il y a personne du personnel soignant qui nous dit, en fait, on a des cours d'accouchement où on parle de l'allaitement, mais on n'a pas des cours à post-accouchement, quoi, où on te parle de l'allaitement et en fait, où on te rappelle tous ces mouvements à faire, tout ça. Et je trouve ça tellement dommage. Et donc, je savais à quel point ça allait lui faire du bien. Et je lui dis, mais en fait, là, on va avoir un moment très intime, toi et moi. Du coup, ouais, je lui ai massé les seins hein, vraiment pour éviter l'engorgement. À savoir que si on a un très très gros engorgement, on peut avoir des mastites et après on ne peut plus allaiter son bébé au sein. Donc c'est tout un tas de choses à éviter. Et donc pour moi, il était vraiment indispensable de le faire. Dans un premier temps, je l'ai fait pour continuer ton allaitement et je l'ai fait aussi quand tu as pris la décision d'arrêter l'allaitement. Et donc, du coup, l'important, en fait, quand on arrête un allaitement, c'est de ne pas continuer à titiller le téton. Parce que quand on titille le téton, c'est ce qui fait la production de lait, en fait. Et donc, du coup, il faut vraiment bien masser, extraire le lait, mais pas presser le sein. Voilà, c'est toute la nuance de l'allaitement qu'on vous expliquera plus en détail plus tard. Mais voilà. Et donc, c'est une étape que je trouve assez importante à faire. Et je crois qu'on quand on allait, on doit tout le faire en fait, parce qu'à un moment donné, on explose. C'est ça. En tout cas, voilà, pour mon témoignage concernant bah, l'aide que tu as pu m'apporter pour l'allaitement. Alors, je te remercie encore une fois.
Parce que du coup, après, pour mon deuxième, Voilà, il y a eu le deuxième. voilà, le deuxième, donc j'ai accouché par voie basse et je l'ai mis au sein. La première fois qu'il a pris le sein, ça a été un petit peu compliqué. Il cherchait, mais il a bien pris. Par contre, j'ai douillé. Mais Euh, parce que tu n'avais pas encore préparé tes tétons. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs avant de comprendre. Enfin, je suis de ce genre-là. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais de nouveau pas préparé mes tétons parce que j'étais une mauvaise élève. Donc j'ai morflé, grave. Ça m'a fait très mal. Et après, quand Laetitia est arrivée à la maternité, puisque c'était son neveu, elle est venue me voir, évidemment. Hop, elle me l'a calé comme il faut, dans la position qui est la plus confortable, justement. Je sais pas si c'est pour les tétons ombiliqués spécialement, mais en tout cas, pour moi, Non, et mais puis c'est. pour lui, Ouais, c'était voilà. vraiment la plus confortable. On en a essayé deux, trois, et hop, il y en a une qui était nickel. Donc, c'est la position de ballon de rugby, je m'en rappelle. Et ça fonctionnait bien. Et après, pas de chance. Le destin était contre moi pour l'allaitement. Parce qu'au bout Ouais. de 10 Ça, jours, j'ai c'est chopé vraiment pas. une mycose au sein. Donc en fait, sur mon sein qui avait le téton ombiliqué, parce qu'il y en a un qui s'est défait. Donc j'ai toujours un téton qui marche super bien et un téton ombiliqué. Téton ombiliqué, il a eu, j'ai chopé une mycose et ils m'ont donné un traitement, un baume à mettre en fait sur le sein qui empêche pas le bébé de téter. Mais moi, j'ai fait une allergie parce que j'aime pas faire les choses comme tout le monde, hein, bien sûr. Donc, comme il fallait en mettre sur les deux tétons parce que au cas où la mycose elle se passe d'un côté à l'autre, j'ai fait une allergie sur les deux seins. Et donc là, par contre, il a fallu traiter avec de la cortisone, machin et tout, et donc on pouvait plus mettre le bébé au sein. Donc j'ai dû arrêter cette fois avec les mêmes recommandations que Laetitia m'avait fait pour la fois d'avant, et ça a marché nickel. Et ce que Et tu je l'ai on a fait tout le oublié temps de comme une dire, grande. qu'on a oublié de dire, c'est que tu avais pris aussi de l'homéopathie. Donc, on Oui, vous mettra l'homéopathie pour à tout moment quand vous décidez d'arrêter l'allaitement, hein, peu importe le stade. Et aussi, tu as oublié ta magnifique omelette de persil. ouais, c'était très très bon avec une salade. C'est-à-dire, je vous fais le schéma, c'est-à-dire le bouquet de persil entier avec deux œufs Horrible, horrible, cuit dans une poêle avec un petit peu de beurre. horrible. Pas énorme, tu manges ça avec une salade, tu fais ça 3 jours, t'as plus de lait. T'as plus de Et encore, toi, t'as pas eu besoin de mettre des feuilles de chou dans le soutien-gorge. non. Tu t'es au moins évité cette partie-là. Non, après, on a plein de petites astuces qu'on partagera avec vous, voilà, dans ce qu'on prévoit pour vous prochainement, pour justement soulager les douleurs, soulager les effets de chaleur, machin, faciliter la montée de lait ou l'arrêter, etc. Mais enfin, en tout cas, voilà pour mon témoignage. Voilà. Et ben, je te dis à plus tard. Je À sais pas plus comment je te tard. dis. Hein. Vas-y, Ah bah parle. attends, j'en sais rien moi. C'est à toi de me virer, non? Je sais pas. Tu peux pas Non, me virer? non. Eh Vas-y, ben, parle. je te quitte. Allez, salut. Ah non, je peux quitter là, c'est bon. Salut. Donc, deuxième petit témoignage. Donc, deuxième témoignage, c'est Maëva. Tu nous écoutes avec des contractions. J'espère qu'elles sont efficaces. Ou en fonction de ton terme, bien entendu. Mais voilà. Maëva. Maëva, c'est une personne qui est aussi très chère à mon cœur. Donc, je me devais de l'aider. De l'aider. Je lui avais dit que elle pouvait compter sur moi. Mais j'ai pas eu la même relation qu'avec ma belle-sœur parce qu'avec ma belle-sœur, on se connaît depuis. On s'est connus très jeunes. Voilà. Tandis que. Je dis pas qu'on est très vieille. Mais on s'est connus un peu plus tard. Donc, je pense que des fois, peut-être elle n'a pas osé ou peut-être un peu par pudeur. Ah, 37 semaines, c'est possible. Hein. Aurélie, elle a couché très, très par là. Hein. Et donc, du coup, chose que je ne savais pas, j'ai appris par la suite qu'elle a également les tétons ombiliqués. Les tontons. Non, mais celui-là, je veux le caser à chaque fois, les tontons ombiliqués. Bref, elle a les tétons ombiliqués. Un plus que l'autre. Et donc, du coup, si j'avais su, j'aurais pu lui conseiller. Donc, que conseille-t-on à une personne qui a les tétons ombiliqués? Donc, on conseille de masser souvent les tétons
pour aider au téton de sortir. Vraiment qu'il ait l'habitude de sortir et de se les titiller un petit peu. Un peu souvent dans la journée quand même. Et un peu souvent dans la journée. Et on se conseille aussi, c'est sur, on va dire, sur le dernier trimestre de grossesse, de se mettre des coques. Alors, je vous montrerai le nom parce que ce que c'est, parce que le nom, je ne l'ai pas exactement. Je crois que ça s'appelle une coque, mais je ne suis pas sûre. En fait, c'est une coque, on va dire, en plastique. Et tout est, donc c'est comme ça, et là c'est plat. Et en fait, tout autour, c'est un anneau. Et sur cet anneau, il y a des petits picots. Et donc, je vais en venir. Et donc, du coup, cet anneau est stimulé souvent votre téton qui va l'aider à sortir facilement. Si pendant l'allaitement, c'est un peu difficile et tout, mettez-vous un peu de froid. Il faut vraiment que votre téton prenne l'habitude de sortir. Si vous avez des gros tétons, après je reviens sur Maëva, bébé peut totalement le prendre. Tous les enfants sont conçus, hein. Vous croyez quoi, que tous les mammifères ont les mêmes tétons? Non, mais rigolez, blague mise à part, votre bébé, s'il a une petite bouche, ça ne va pas l'empêcher à prendre votre téton. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Le plus important là-dedans, c'est la bonne prise en bouche du bébé. Donc trouvez votre position, il en existe quelques-unes. Faites-vous aider pendant le séjour parce que le problème, c'est que si votre bébé est mal positionné, ça va vous faire un mal de chien et ça va être très difficile pour vous par la suite. Donc, je disais, j'ai appris que Maëva avait un téton sur 2 ombiliqués. Donc, comme elle dit souvent, on te donne, pendant les cours d'accouchement, on te dit comment faire, mais une fois sur place, au moment venu, on ne te rappelle plus. Donc, oui, je suis d'accord, on ne te le rappelle plus. Et donc, quand elle est rentrée à la maison, j'ai une personne qui m'a appelé, donc son chéri, et qui m'a dit viens s'il te plaît, viens parce que je pense qu'elle a besoin de toi. Et donc je suis venue. Et là, on a cassé une intimité toutes les deux. Je pense que c'est la meilleure des intimités, comme je disais avec ma belle-sœur, mon autre belle-sœur, Aurélie. Je disais que en fait, je lui expliquais comment en fait faire l'extraction de lait. En fait, quand on a une montée de lait, pour éviter l'engorgement, comment va se faire? C'est que votre sang va être très 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 dur, dur comme de la pierre. Vous allez avoir très chaud. En fait, l'idéal, c'est que quand votre allaitement sera mis totalement en route, vous allez voir votre sein est entièrement souple quand vous allez tâter comme ça. C'est comme ça qu'il doit être. Hein. S'il est dur, c'est que les canaux sont pleins. Il faut vraiment faire de l'extraction manuelle et les vider. Et donc voilà. Pour ce qui est du petit, c'est qu'en fait, il avait du mal aussi à prendre le téton parce que le sein était très gros. Hein. Donc, je lui ai expliqué aussi, à lui montrer les massages, je lui faisais parce qu'en fait, ça lui faisait tellement un mal de chien. En fait, ces moments-là, ça fait tellement mal. Moi, je peux vous dire, pour mon deuxième et troisième, et pas quatrième, j'étais seule, mais allaitement, pour le deuxième et troisième, Aurélie m'a aidée. Aurélie m'a aidée, en fait, ça fait tellement mal que toi, tu as juste envie de te tenir à tout ce qu'il y a autour de toi et vas-y, masse, parce que en fait, parce que j'ai tellement mal. En fait, tu sais qu'il faut vider parce que c'est tellement douloureux qu'il faut le faire. Voilà. Donc, j'y suis venue quelques jours chez elle pour l'aider vraiment à casser ses boules, à casser ses canaux de lait. Et voilà. Et en fait, remontrer les positions pour le petit qui était aussi indispensable parce que c'est vrai qu'on oublie un petit peu, hein, tout simplement. Elle a aussi pris une conseillère en lactation parce qu'il est important quand on a des tétons ombiliqués d'avoir une conseillère en lactation parce que on dit que c'est plus, voilà, c'est son métier. Ensuite, voilà, donc j'ai pris énormément de plaisir à l'aider. J'ai aussi pris plaisir à l'aider parce qu'il y a un moment donné où elle a repris le travail et à lui faire quand elle m'a demandé comment
Alors, il y a eu les montées de lait, donc elle m'a posé des questions. Il y a eu quand elle a repris le travail, comment tirer le lait, voilà, comment gérer un stock, voilà, l'allaitement mixte, comment faire. Donc, j'ai répondu à toutes ces petites questions. Et puis moi, puis voilà, plein de petites, des fois de petites recherches aussi faites. Le côté cool, en fait, c'est quand tu as quelqu'un qui te soutient et qui t'aide, en fait, bah, tu as envie d'écouter qu'elle. Et si elle, ça a marché, parce que moi, mes allaitements, ils ont duré en moyenne 10 mois, et ben, franchement, elle m'a écoutée et j'en suis très ravie pour elle parce que j'ai aussi l'impression des fois, comme je disais, d'avoir eu un allaitement. Je suis totalement satisfaite quand je sais que les mamans, elles arrivent à allaiter autant de temps qu'elles en ont envie. Et peu importe la durée, hein, comme je dis, l'important c'est d'avoir essayé. Et avec ça, tu peux en être fière. Voilà, c'est juste ça. Et aujourd'hui, donc Maëva est sur son deuxième allaitement. Donc je n'ai rien eu à lui apprendre. Elle savait beaucoup. Et j'en suis très fière. Voilà. Je suis très fière d'avoir contribué à ce premier allaitement et puis ce deuxième aussi parce que le deuxième se passe à merveille. Donc c'est trop bien. Ensuite, j'avais une question. J'avais une question sur je n'ai pas accouché et je perds du colostrum. C'est totalement normal. À partir du troisième trimestre, certaines femmes perdent du colostrum. Alors celles qui n'en perdent pas, ne pas s'affoler. Ça ne veut pas dire que vous aurez rien. Hein. Moi, je n'en avais pas. Pour ma première grossesse, j'en avais pas. Et j'ai très bien eu le reste. L'avantage un peu d'en avoir avant, bah voilà, c'est que la machine est déjà en route et que peut-être que ça ira plus vite. Je ne sais pas vous dire si ça ira pas plus vite parce que je sais pas parce que moi ça s'est très bien parlé et j'en perds encore. Ah mais oui, du colostrum on peut en perdre tout le temps en fait. Voilà, des fois on s'en rend compte quand on est enceinte parce qu'en fait on en perd un peu plus et, euh, et voilà. Donc je lisais ce que Aurélie disait. Excusez-moi. Donc j'avais aussi une petite, voilà, j'ai eu envie des fois aussi, alors là où je me suis sentie un peu impuissante des fois, c'est que j'ai eu envie d'essayer des copines qui par la suite, elles, ont allaité et je savais, je suis désolée de dire ça, que c'était voué à l'échec parce que en fait, je voyais très bien comment leur enfant prenait le sein en bouche et des fois, l'enfant, il a un problème au niveau dans la bouche, il n'arrive pas très bien à téter, ou il a un frein de langue, ou voilà. Donc, si vous sortez de la maternité et que vous avez le sein complètement éclaté, vous appelez un ostéo. Alors, si vous êtes sur Lyon, j'en connais une très bien. Ou ses alentours, ça marche aussi. Vous appelez une ostéo, spécialisée souvent dans les enfants, et vous leur dites, je viens d'accoucher, mon enfant a des problèmes à téter, il va vous prendre en urgence. C'est une urgence vraiment. Et le côté cool aujourd'hui, Aurélie. Aurélie pourrait vous le dire, son fils avait du mal à téter parce qu'il avait le menton qui était trop rentré en fait. Et d'ailleurs cette personne ostéopathe, c'est ma belle-mère. Quand elle arrive à la maternité, elle l'a vu direct. Et je n'ai pas envie de dire qu'elle a de la magie dans les doigts, mais le petit a beaucoup mieux pris le sein par la suite en fait. Et c'est souvent ça. Et en fait, ce qui peut faire aussi que votre enfant ne prend pas très bien le sein si vous avez un gros téton, c'est justement des fois qu'il peut avoir un petit problème au niveau de la prise en bouche. Donc ça peut être très important et déjà de prendre un rendez-vous, déjà de se dire bah tiens je vais trouver un ostéo et pourquoi pas même l'appeler et se dire bah allez là je l'appelle, je lui dis je vais bientôt accoucher, faire un petit check-up, voilà. Au pire des cas vous annulez le rendez-vous, hein. Voilà, donc ça peut être pas mal. Donc, voilà, donc ces personnes-là, bah, en fait, ce qui est très compliqué aussi, j'ai envie de dire, c'est comment. J'ai pas dit que ça ne marchait pas, attention. C'est comment faire un allaitement que au tire-lait. C'est très compliqué, très compliqué. Donc voilà. Ouais, voilà, il n'aurait pas été très 13 jours. Donc oui, c'est très important. Et puis j'ai quelques petites astuces pour pas trop vous en dire, pour en garder un peu prochainement, parce qu'il faut même vous mettre en haleine. Donc, moi, j'ai quelques petits points.
Donc, à vous dire, mes conseils à moi, je suis obligée de vous en donner, je suis là pour ça. C'est tellement un sujet qui me tient à cœur. Donc, dans un premier temps, c'est une fois que vous êtes à la maternité, une fois que vous avez accouché, vous êtes à la maternité pendant votre séjour, un maximum de poids à poids avec votre bébé. Ça favorise vraiment l'ocytocine, le fait d'être bien, favorise les montées de lait. C'est assez miraculeux. On me dit, je m'égare un peu, mais je me permets de le dire. J'ai fait 6 mois de tire-lait allaitement car ma fille voulait qu'un côté. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Et c'est courageux d'avoir tenu 6 mois, vraiment. Vraiment, c'est très courageux parce que moi, je sais que avec le tire-lait, on n'était pas très amis sur la longueur. On a été amis sur voilà, la courte durée. Et donc, du coup, je disais, donc, ouais, maximum de poids à peau. Et même, vous allez voir plus tard, quand vous tirerez votre lait, et ben, des fois, moi, on m'avait conseillé, bah, vous prenez la photo de votre bébé, vous le regardez, vous pensez à lui, et vous verrez, vous serez vachement plus productive. Et c'était vrai. Donc, même tirer votre lait avec bébé sur vous, et ben en fait, ça marche. Ça marche, c'est fou. Donc, je vous conseille un maximum de peau à peau. C'est vraiment indispensable pour vous et pour votre bébé. Et ça fait du bien. Hein. C'était là où il était, donc il est forcément bien. Je vous conseille aussi, donc si vous avez besoin de vous faire aider, ne pas hésiter parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le personnel soignant, il est là pour ça. Hein. Le personnel soignant est là pour vous aider. Et, et donc, en fait, maintenant, ils sont quand même beaucoup plus formés. Et peut-être, des fois, n'hésitez pas à demander une conseillère en lactation. Souvent, ils en ont une et en fait, ils ne pensent pas tout le temps à proposer ce service et c'est dommage. Donc voilà. Aussi, quelque chose que je vous conseille, et on en discutait avec ma grand-mère, hein, Aurélie, on en discutait avec ma grand-mère, c'est qu'il est indispensable de repartir de la maternité avec une ordonnance pour la location d'un tire-lait. Même mais oui, c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce que au début, en fait, le lait, il y en a tellement monté de lait souvent, et que bébé, des fois, bah, son estomac est tellement petit qu'il n'a pas besoin d'autant de production. Et donc, du coup, il va falloir vider. Et pourquoi pas vider tout ce surplus de lait en le gardant, en le conservant, et donc à l'aide d'un tire-lait. Moi, je mettais le tire-lait sur le sein et je me massais toutes les boules pour vider les canaux. Et c'est vraiment très important. On vous donnera toutes les techniques plus tard parce que ça peut être très long. Déjà, c'est un peu long. Ça fait déjà 38 minutes qu'on est ensemble. Et du coup ensuite, euh, donc comme je vous disais, si bébé a une mauvaise prise en bouche, si même des fois vous avez l'impression même qu'il a une mauvaise prise en bouche, que sa langue a une espèce de frein et que le personnel soignant s'en est pas rendu compte, ce qui peut encore arriver, allez voir tout de suite un OCO. Voilà. Donc, si les mamans sont biliquées, voilà, si les mamans sont pas, essayez, si vous me regardez enceinte, de les travailler un petit peu. Donc, c'est jamais très agréable. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais faites-le. Alors, faites-le, j'ai envie de dire, sur la fin de la grossesse. Voilà, on va dire à partir d'une certaine date, parce que trop titiller le téton, des fois, peut provoquer des contractions. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Donc, il faut faire attention à ce qu'il y ait des bonnes positions. Il y a des positions qui soulagent un peu plus. Et quand des fois, on est très endolori au niveau de la poitrine, la position allongée avec bébé sur le côté, elle est pas mal. Elle est pas mal. Si vous avez peur d'écraser, et regardez quelque chose, c'est quelque chose à côté. Et vous allez voir, vous n'allez pas, déjà, normalement, vous n'allez pas l'écraser, je vous rassure, parce que vous allez sentir qu'il est là. Et puis lui, il va téter. Donc voilà. Et voilà. Donc, vous rentrez à la maison, vous avez l'engorgement, le tire-lait ne suffit pas. Puis il faut que le bébé se nourrisse aussi, parce que l'idée n'est pas non plus de tirer le lait et lui donner le biberon, parce que le lait, la lactation se fait plus facilement aussi quand bébé est au sein. Donc mettez bébé souvent au sein, toutes les 2 heures. Avec ma belle-mère, on se réunira sur alors un allaitement à la demande, oui. Sur les pics de croissance, oui. Hors pic de croissance, évitez quand même de le mettre trop souvent. Le problème, c'est que ça peut lui faire des régurgitations et des brûlures d'estomac. Donc ça serait dommage.
voilà, de lui abîmer sa petite tuyauterie. Essayez de, voilà, et puis l'idée c'est que le tété soit au moins espacé de 2 heures pour qu'en fait il fasse une bonne grosse tétée. Ensuite, si votre sein est chaud et douloureux, alors ça je me dois de vous le dire, prenez du Doliprane, hein, tout simplement. Et il y a aussi de l'homéopathie pour les montées de lait qui marche bien. Et massez-vous, massez-vous. L'extraction du lait, massez-vous, massez-vous. Il faut que votre sein soit souple. Et voilà, il est très important de vider vos seins sur un début d'allaitement comme sur, on va dire, une fin d'allaitement. Alors, la nuance avec la fin d'allaitement, c'est que vous ne titillez pas votre téton, hein, pour éviter de produire encore plus de lait. Mais voilà, il est vraiment important d'extraire le lait. Les embouts de sein, c'est ok. Alors Aurélie disait, elle, ça l'a brûlé parce qu'elle a un téton ombiliqué. Moi, qui n'en ai pas un, j'en ai eu besoin. Tout simplement, j'en ai eu besoin parce que j'avais la poitrine qui avait tellement gonflé, qui était très douloureuse. Et du coup, bébé n'arrivait pas à avoir une bonne prise en bouche parce que le sein était trop gonflé. Et donc, du coup, les embouts de sein m'ont sauvé au niveau des douleurs. Voilà. Voilà. Et ce que je faisais, c'est 1 sur 2. Parce que je ne voulais pas qu'ils prennent l'habitude de l'embout de sein. Moi, je voyais le côté pratique de l'allaitement en n'ayant pas tout cet artifice. Voilà. Voilà, voilà. Et j'avais une question, c'est comment savoir si j'ai du lait. Et ben, comment savoir si j'ai du lait, tout simplement. Dans un premier temps, vous allez avoir du colostrum. Et puis, bah, le colostrum va se mélanger avec votre lait. Il va devenir un peu orange. Et ensuite, ça veut dire que vous commencez à avoir votre montée de lait et votre lait va devenir plus riche et plus épais. Et pas forcément tous de la même couleur, hein. Ce sera en fonction de votre alimentation et de votre état de santé. Et voilà, ça veut dire que vous avez votre montée de lait. En général, on remarque qu'un bébé tète bien quand il déglutit, qui fait bien pipi et qui va bien à la selle. Voilà, mes petites assises sur l'allaitement. J'en ai encore tout plein à vous partager, mais on garde ça prochainement. Donc, je clôt un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Voilà. Donc, j'ai eu des retours sur mon live brouillon de la semaine dernière. Cette fois-ci, je me suis super bien équipée. Je suis branchée de partout. Mon mari m'a fait des réglages d'internet et tout. Donc, c'est tout génial. Donc, mon live, merci à toi. Et je me ferai un plaisir de vous aider sincèrement. Sincèrement, si vous avez des douleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai très envie de partager avec vous. Et mon expérience fait que j'ai quand même eu 4 allaitements d'environ 10 mois chacun. Donc, j'en ai acquis l'expérience et j'en ai vu des choses. Et Aurélie aussi pourra vous conseiller sur certains trucs, parce que même si ses allaitements étaient courts, ils étaient quand même présents. Donc voilà. Donc, les questions sur mon précédent live qui était, donc j'ai fait une fausse couche sur ma première grossesse. Et du coup, j'ai fait, on n'appelle plus ça une fausse couche, on appelle ça une grossesse qui s'est interrompue à 16 semaines. Donc voilà. Et en fait, vous savez quoi, d'en avoir parlé, alors c'était très brouillon sur ce live-là, j'ai fait une vidéo de présentation sur notre groupe privé. Je vous invite à la regarder, c'est un petit peu mieux raconté, moins entrecoupé. Donc voilà. Et j'avais des questions. Alors, je vais vous dire les questions et je vais vous dire si je suis capable de vous y répondre ou pas. Parce que il ne faut pas oublier que je suis une professionnelle de la petite enfance et de l'épanouissement maternel. Mais je ne suis pas une sage-femme, ni une gynécologue, ni une obstétricienne. Et je ne sais pas comment se passe dans une clinique, dans un hôpital. Chacun a son. Comment on appelle ça, à sa façon de fonctionner. Donc voilà. Donc, quels sont les premiers signes d'une fausse couche? Alors, chez moi, les premiers signes d'une fausse couche, c'est pas parce que chez moi ça s'est passé comme ça que chez vous ça peut se passer comme ça. Donc, moi j'ai eu des saignements. Des saignements. Je n'ai pas spécialement eu de crampes parce que moi je n'ai jamais fait une fausse couche et je ne souhaite jamais en faire, très clairement. Je touche du bois. Voilà, j'ai eu des douleurs. J'ai eu des douleurs, très clairement. On sent la différence en fait entre des douleurs
l'utérus la douleur est vraiment centrée au-dessus du pubis. Et douleur intestinale, qui est plus localisée sur les côtés. Vous allez voir, pour plus d'autres grossesses, vous arriverez très bien à faire la différence entre les douleurs de l'utérus et tout. Et du coup, donc mes premiers signes à moi d'une fausse couche, c'était perte de sang, brunâtre, abondant, plus ou moins abondant, sur une longue durée. Voilà, et qui m'a annoncé dans un premier temps que tout allait bien. Et par la suite, ça m'a annoncé sur le suivi que j'avais fait une fausse couche. Et comment je me suis rendu compte que j'avais fait une fausse couche? En fait, c'est que un matin, je me lève, ma mère, on s'est au téléphone et elle me dit est-ce que tu as encore des symptômes de grossesse? Donc la poitrine douloureuse, quelques nausées, parce que j'avais beaucoup de nausées. Et je lui dis mais non, je n'ai plus rien. Donc là, elle me conseille d'aller consulter. Et effectivement, voilà, on apprend la mauvaise nouvelle que tout s'était arrêté. Pour mon deuxième, j'ai perdu du sang. C'était dû à un décollement. Donc en fait, j'ai eu un décollement, puis après le décollement s'est résorbé et j'ai eu un gros hématome qui était caché. En fait, donc du coup, c'est ce qui avait entraîné le décollement du placenta. Et voilà, donc on ne sait pas tellement plus, hein. On ne sait pas vraiment voilà, ce qui a entraîné ça, hein, parce que j'ai eu d'autres grossesses par la suite qui elles, se sont passées très bien. Ce que vous devez savoir si vous allez aux urgences. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir si vous allez aux urgences? Et bien, en fait, merci beaucoup, Juste ma vie, et c'était un plaisir de t'avoir. Et on a hâte de te retrouver sur les prochains lives. Et du coup, donc je disais, ce que vous devez savoir si vous allez aux urgences. Et bien, je ne sais pas. La seule chose aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ce que vous devez savoir si vous allez aux urgences, c'est que des fois, vous allez être mal reçu. Parce qu'en fait, des fausses couches, ils envoient des tas. Et des fois, même, ils ont des situations un peu difficiles. Ils sont dans l'urgence, ils sont dans le rush. Et très clairement, on peut les ennuyer, hein. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, de les ennuyer, hein. Mais en fait, après tout, il ne faut pas hésiter à dire, et moi j'étais très jeune, j'étais jeune et j'étais très pudique et j'osais pas, et en fait leur dire oui, mais c'est quand même ma première grossesse, ou ma deuxième, ou ma troisième, on s'en fout en fait, le nom, c'est quand même ma grossesse, et c'est quand même, même si je sais qu'il y a des risques, et ben c'est quand même un bébé que j'aimais déjà. Et en fait, j'ai juste besoin en fait qu'on m'entoure et j'ai pas envie qu'on me dise des choses que j'ai pas envie d'entendre. Moi, c'est ce que je disais souvent aux gens en fait. Et du coup, ne pas hésiter des fois à leur souligner ça, à vos mots à vous. Et des fois, ça leur mettra en place. Ça leur mettra en place dans le sens où, ah oui, bah, je suis désolée. Et là, en fait, ils seront beaucoup plus compatissants parce qu'on a envie qu'ils soient compatissants à ce moment-là. Tout simplement. Enfin, moi, c'était l'envie que j'avais. Et voilà, donc c'était ça. Des fois, on va être pas très bien reçu et des fois, on se dit, bah, on ne sait pas si on n'y va pas. Allez-y, en fait. Allez-y, si vous avez, ils sont là pour ça. Même si vous avez l'impression de les gêner, bah, gênez-les, hein. Comment cela peut se passer? Donc, comment ça peut se passer? Donc, j'ai interprété ça comme ça, une fausse couche. Donc, dans un premier temps, bah, on peut avoir la fausse couche chez soi. On peut, ce qui m'est jamais arrivé, je ne souhaite jamais, hein, je retouche du bois. On peut avoir la fausse couche chez soi. On peut avoir un curetage dans des situations, où tout simplement la fausse couche ne se fait pas. Des fois, il laisse un peu de délai à la nature pour reprendre ses droits. Et des fois, en fait, le corps n'expulse pas l'embryon. Donc, dans ces moments-là, on a un curetage. Normalement, on est censé avoir un curetage, comme c'est une fausse couche, sous anesthésie générale ou sous rachis, en fonction de votre état de santé. Et je sais que moi, pour la première, j'ai eu une anesthésie générale. Et étant donné que je suis très asthmatique, j'ai eu une rachis pour la deuxième. Parce que, et puis même, je pense qu'il fallait que j'ai une rachis à ce moment-là, parce que c'était vraiment dans l'urgence et qu'on n'avait pas fait un dossier d'anesthésie
générale. Donc voilà, il fallait que ça aille vite. Et du coup voilà, comment cela peut se passer. Y a-t-il des aides par rapport à la douleur? Donc oui, on a des aides par rapport à la douleur. Déjà, dans un premier temps, on a bah, des calmants, enfin des cachets à prendre. On peut avoir aussi un peu de morphine. C'est une douleur qui est très particulière, il faut vraiment l'avoir vécue. On sent vraiment que, comme je disais, on sent quand on a une douleur d'utérus. On arrive à différencier avec les intestins à force d'exercer, j'ai envie de dire, à force d'avoir eu des grossesses. Mais en fait, la douleur du curetage est juste horrible. C'est juste horrible. Je suis désolée pour celles qui arrivent et qui entendent ça. Donc voilà, est vraiment pas très agréable. On sent qu'on t'a gratté, on sent que ça a été nettoyé, on sent que voilà. Et ben après j'avais donc bah, les suites de couches. Donc suite à une fausse couche, c'est comme un accouchement. Donc si vous n'avez pas eu d'accouchement, c'est tout simplement on perd du sang sur un délai plus ou moins long. Donc des fois ça peut s'arrêter puis ça peut reprendre. Voilà, c'est ça, on ne sait pas. Donc c'est pas très agréable. Et voilà. Des fois, donc combien de temps, j'ai une question, c'est combien de temps après peut-on reprendre? Donc vous pouvez reprendre les essais. En général, quand on a eu un curetage, on préconise d'attendre 3 mois que l'utérus se repose. Si vous voulez tout de suite, reprenez tout de suite, hein. Donc voilà. Ah oui, et aussi, y a-t-il des aides par rapport à la douleur? Donc, quand tu repars chez toi, tu repars avec une ordonnance, donc aussi en général un arrêt de travail. Ils te donnent un délai assez court parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant qui, lui, l'augmente si vous en avez besoin. Et on vous fait aussi repartir avec, on vous conseille des fois des vitamines pour femmes enceintes et de l'acide folique. Donc l'acide folique, on dit qu'il est quand même sympa de commencer 3 mois avant les essais bébés. Vous y croyez, vous y croyez pas. L'acide folique est bien parce que ça aide à un bon développement du tube neural. Donc le tube neural, c'est tout ce qui fait votre bébé. Donc moi, j'y crois. Je ne l'ai pas eu pour tous mes enfants parce que j'ai des enfants qui sont arrivés sans préparation. Mais voilà, il y en a, je l'ai eu fait. Ça ne va pas vous aider par contre à tomber enceinte plus rapidement. On dit aussi, donc j'ai une question, on dit qu'on retombe plus facilement enceinte après une fausse couche. C'est vous et vous. Vous et vous, vraiment, vous et vous, dans le sens où déjà d'une, si vous êtes prêt à remettre le couvercle, ou pas. Il y en a qui préfèrent attendre 9 mois parce que ces 9 mois étaient dédiés à ce bébé. Et il y en a qui ont envie de reprendre. C'est comme vous le sentez. Et surtout, ne subissez pas la pression que vous avez autour de vous. C'est pas parce qu'il y en a qui pensent banaliser ça qu'il faut le banaliser. Voilà, c'était ça. Après, il ne faut pas, à mon sens, en faire toute une montagne non plus. Voilà. Voilà, tout simplement. Propose-t-on un rendez-vous avec un psy? Alors, oui, on te propose un rendez-vous avec un psy. Tu peux voir le psy de l'hôpital. Alors, là où ils ont beaucoup à travailler, parce qu'en plus, j'ai parlé avec une maman il n'y a pas longtemps qui va nous faire un super témoignage. En fait, ils ont certains hôpitaux, ils ont. Tout dépend du taux d'hormones que l'on avait, comme un retour de couche, mais surtout quand on est prête. Oui, voilà. Et puis, en fait, alors quand. Oui, en fait, quand vous faites une fausse couche, on dit souvent que vous avez encore de l'hormone dans le corps. Donc, il faut que cette hormone redescende à zéro. En général, si vous remettez tout de suite le couvert, vous avez peu de chances de tomber enceinte tout de suite. C'est vous et vos cycles, en fait, c'est vraiment ça. Donc, du coup, j'étais posé une question. Oui, un rendez-vous chez le psy. Donc, vous avez un psy qui vous est proposé donc, dans votre court séjour à la maternité, parce que vous êtes dans le service maternité. Et même si vous êtes une fausse couche, qui est absolument horrible, il devrait y avoir
un coin spécial fausse couche. On ne devrait pas avoir à croiser des femmes enceintes ou quoi que ce soit. Bref, ça c'est une autre parenthèse, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, et vous pouvez aussi très bien consulter un psy en extérieur parce que peu importe la durée de votre grossesse, votre bébé était déjà là en fait. Le bébé était déjà là pour vous et voilà, et si vous avez besoin d'en parler et d'extérioriser, parlez-en et extériorisez-en. Peu importe la durée que ça a été. Ensuite, donc, quel impact sur le couple? Donc, quel impact sur mon couple, exactement. Donc, la première fausse couche a été compliquée. La première fausse couche a été compliquée, mais on était très soudés quand même, hein, parce qu'avec une très forte envie de recommencer quand même. Et ça a été compliqué au niveau de l'investissement de mon mari pour mon aîné. Il avait peur que ça recommence et en fait, il voulait se protéger un petit peu. Il voulait se protéger un petit peu. Il voulait se protéger en fuyant un peu la maison. D'un côté, je dormais beaucoup, donc je ne lui en veux pas. Hein. Mais j'ai dû vite le rattraper en me disant, il y a un moment donné, voilà. Et il en est totalement d'accord et on avait une discussion. Il est très important de parler dans un couple parce que c'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne. C'est comme ça, en fait, c'est tout simplement ça. Parce qu'on a tendance à beaucoup remettre la faute sur la maman, mais ça peut être aussi la faute du papa. Hein. Son zozo peut être pas très compétent, comme l'échange avec la mère peut ne pas être très compétent. Voilà. Et pour le deuxième, on a eu la chance aussi d'avoir déjà 2 enfants. Donc on s'est battu pour aller bien pour eux. Et ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés. C'est quelque chose qui nous a rapprochés. Alors je ne souhaite pas à grand monde que ça arrive pour avoir ce genre de rapprochement. D'ailleurs, qui peut être un éloignement, mais chez nous, ça nous a rapprochés, ça nous a rendus plus forts. Après, d'un autre côté, je mesure bien entendu la chance que j'ai eue d'avoir eu une interruption de grossesse à 16 semaines et ça aurait pu être un bébé à terme. Hein. Ma peine n'était pas la même. Je pense que je ne veux jamais vivre ça de toute manière, mais voilà. Voilà, on avait le droit quand même de penser ma peine et on se l'est pensé en étant soudés l'un à l'autre. Ensuite, il y avait comment surmonter ça. Donc, nous avons surmonté ça en étant très soudés et en très proches, vraiment très proches. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions. De toute manière, des fois même un accouchement peut éloigner des couples. Il ne faut pas oublier qu'il faut se battre pour son couple des fois. Donc voilà, et voilà. J'avais envie de dire ça. Parce que rien n'est tout rose de partout. Hein, je ne croirais pas si vous me le dites. Et voilà. Donc j'ai des questions là. Les saignements, les premiers signes, mais je... Ah oui, oui. Donc je vous rassure, bien entendu, que si vous avez des saignements, ce n'est pas un signe de fausse couche. Attention, il y a des femmes qui ont des saignements au début de grossesse aussi parce que en fait leur corps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a qui font des grossesses, j'ai mangé le nom. Aurélie aide-moi. C'est des grossesses en fait qui ne se rendent pas compte qu'ils sont déni-grossesse. Ils font des déni-grossesses parce qu'en fait elles ont leurs règles. Et en fait c'est tout simplement que le corps des fois fonctionne comme ça. Tous les mois, il continue à avoir des grossesses, à avoir des règles. Donc voilà, tout simplement. Et ouais, donc pour une fausse couche, en fait, on a une double douleur, c'est la douleur physique et psychologique. Donc c'est double peine. Voilà, c'est exactement ça, c'est une double peine. Après, moi, je suis du tempérament à avoir le verre à moitié plein, donc je veux m'en sortir et je veux aller bien. J'ai eu besoin de me faire... Est-ce que j'ai eu besoin de me faire aider par un psy? Parce que la question a été posée. Non. Mais est-ce que je l'ai fait? Oui. Parce qu'il fallait que je le fasse pour travailler sur moi et mon manque de confiance suite à ce qui s'était passé. Donc voilà. Allez, il y en a qui partent. Je vais surfer sur la vague. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir réécouté. Et merci de suivre le replay. Et je vous dis à très vite. Et bonne soirée. Mais je sais plus.